Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en direct sur LinkedIn depuis les studios de Lille à Nantes pour cette nouvelle édition de la matinée de l'eau sur la thématique canalisateurs, acteurs pour la planète. Une émission préparée par les canalisateurs des Pays de la Loire à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Un sujet, vous le savez, qui nous réunit tous, en particulier pour nos invités qui sont mobilisés quotidiennement pour préserver cette ressource qui est signe de vie. Des acteurs qui, comme le dit si bien Éric Orsena, font partie de la chevalerie du possible. C'est joliment dit. Pendant près de 2 heures, nous allons justement évoquer avec eux la résilience hydrique, les coefficients de renouvellement et de rendement et la capacité de financement d'entretien et de renouvellement. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le délégué régional des Pays de la Loire des canalisateurs, Pierre Mille. Bonjour Pierre. Merci Vincent, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous honorer de votre présence aujourd'hui. Je me présente, je suis Pierre Mille, délégué régional canalisateur des Pays de Loire. Nous sommes un syndicat de spécialité au sein de la Fédération nationale des travaux publics. Nationalement, nous représentons 350 entreprises et l'équivalent de 40 000 collaborateurs. Et sur notre région propre des Pays de Loire, 3 500 collaborateurs, avec près, et c'est important, 200 apprentis qui sont recrutés chaque année. Et plus de 30 000 heures d'insertion au niveau de nos chantiers par an. Comme chaque année, nous profitons de la Journée mondiale de l'eau pour réunir des acteurs privilégiés de la thématique de la préservation de la ressource de l'eau. Plus que jamais, la période de stress hydrique que nous vivons actuellement pose la question de la qualité de notre patrimoine. Notre taux de rendement moyen en adduction d'eau potable est autour de 80%, 79,80 exactement, soit 1 litre sur 5 perdu dans les canalisations au travers et à cause des fuites. Je vais prendre une image qui n'est pas très écologique, contrairement à notre métier de canalisateur. C'est l'image d'un camion chargé de 40 palettes de bouteilles d'eau que vous suivez. Avant d'atteindre sa destination, il va perdre 8 palettes sur ces 40 palettes, soit 4000 bouteilles, soit l'équivalent d'une bouteille qui tombe sur l'accotement tous les 5 mètres. Ceci résume tout le travail qui nous reste à faire ensemble pour éviter cette gabegie. 1 milliard de mètres cubes d'eau potable et donc traitée sont perdus chaque année en France. Merci Pierre pour cette introduction. Alors quel est l'objectif de ces 3 tables rondes ? Alors la première, c'est faire connaître la résilience hydrique au travers, sur cette première table ronde, de 2 projets innovants qui sont à notre porte, puisqu'ils sont en Vendée. La seconde, que mettre en œuvre en termes de renouvellement pour la pérennité de notre patrimoine. La troisième, est-ce que nos moyens financiers aujourd'hui sont en adéquation avec nos objectifs patrimoniaux? On vous retrouve donc, Pierre, à la conclusion de cette émission et on va commencer avec notre premier sujet, les infrastructures de l'eau, un patrimoine à préserver et développer pour la résilience hydrique de notre territoire. C'est parti. Et avec nous pour en parler, Philippe Clément, délégué départemental canalisateur Vendée. Bonjour Philippe. Morgane Priol, directrice régionale de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci d'être avec nous Morgane Priol. Denis Gilbert, directeur général de Vendéo. Bonjour. Et un autre Vendéen, Fabien Gabory, président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier. Merci en tout cas d'être avec nous pour cette thématique. On parle de stress hydrique, de sécheresse hivernale. Il faut donc à tout prix, si j'ose dire, préserver l'eau. Et des solutions existent. Les canalisateurs sont novateurs, les collectivités ambitieuses et ça donne des projets concrets. Nous allons le voir dans un instant, mais juste avant, on va faire un point sur la situation en Pays de la Loire avec vous, Morgane. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord les missions de l'agence de l'eau ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai été flattée qu'Éric Orsena les cite aussi joliment. En fait, on participe à la surveillance de la qualité des eaux. Ça, c'est la première grande mission. La deuxième étant de travailler ensuite à la planification de la politique de l'eau.
Et puis, ce qui est surtout connu des canalisateurs, je pense, c'est qu'on perçoit la redevance et que, du coup, on peut, à ce titre-là, la redéployer sous forme de subvention pour un certain nombre de projets qui visent à préserver la qualité et la quantité de la ressource en eau. Et puis ensuite, on a 2 autres missions qui sont de la sensibilisation grand public et de tous les acteurs, et puis de la solidarité, notamment avec l'international. Quel est le contexte en Pays de la Loire ? Alors, on est sur un territoire en fait qui a deux géologies différentes. Une partie plutôt socle, sur lequel on va avoir des cours d'eau plutôt superficiels, et une partie plus sédimentaire, sur lequel on aura des ressources plutôt dans les nappes phréatiques, donc dans les nappes plus souterraines. On a des ressources qui sont beaucoup prélevées, puisqu'on a 11% de la qualité de masse d'eau qui sont en bon état en Pays de la Loire, donc c'est relativement peu. Et en partie parce qu'on a beaucoup de prélèvements, beaucoup d'interceptions de flux. On compte plus de 40 000 plans d'eau, plus de 500 millions de mètres cubes prélevés sur la région. Donc une situation qui est forcément sous tension. Et cette année en particulier, compte tenu du contexte à la fois de 2022 et puis on le voit de l'hiver 2023. Alors en préparant donc cette émission à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, vous avez prévu quelques cartes avec une situation donc, à date des nappes phréatiques en Pays de la Loire. Vous allez pouvoir les commenter. Oui, merci. Alors, la première, en fait, est effectivement de montrer la situation. Enfin, une des caractéristiques de la région est qu'on dépend beaucoup de la Loire, du fleuve Loire, puisqu'on a 2 départements, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, qui sont très dépendants pour l'eau potable de cette ressource-là, alors que vous voyez sur la partie plus sédimentaire, notamment de la Sarthe, on va être plus sur des ressources souterraines. Donc ça, c'est les 281 millions de mètres cubes prélevés pour l'eau potable, sachant que sur la carte suivante, on voit que c'est qu'une partie des prélèvements, puisqu'on a effectivement beaucoup de prélèvements qui concernent aussi le monde agricole, en particulier dans Vendée, en Maine-et-Loire, puisque là, c'est les logos verts là, qui concernent la partie agricole, et puis en Sarthe. Donc, une situation où on a quand même un certain nombre de prélèvements. Alors ça, c'est je dirais, classique, structurel, mais si on regarde ce que ça donne sur la situation, cette fois que plus précise, de la ressource aujourd'hui, à date, comme vous dites, on a eu donc c'est la carte suivante, on a eu des précipitations relativement modérées pendant l'hiver. On estime que sortie du mois de février, sur les 3 mois de décembre, janvier, février, donc les 3 mois d'hiver, on était à moins 23% de pluviométrie sur l'ensemble de la région. Donc bien sûr, il a plu depuis, mais sachant qu'on partait d'une situation déjà tendue en fin d'étiage, donc on a finalement un certain nombre de piézomètres. Donc ça, c'est les nappes, donc c'est les grandes barres en hauteur qui sont, vous voyez, plutôt dans le jaune-rouge, c'est-à-dire dans des situations déjà en deçà de la normale. Ceux qui sont confortables, c'est le vert. C'est classique comme couleur. Dès qu'on est jaune-rouge, c'est que c'est pas très bon. Et vous voyez que sur la question des eaux superficielles, donc c'est les petits camemberts cette fois, donc ça c'était avant les pluies du mois de mars. C'est vrai que le mois de mars a montré une rehausse des niveaux des cours d'eau, mais en tout cas fin février, on était bien en deçà des débits habituels. Et ça a pu occasionner des remplissages variables. Donc si je prends mes voisins pour la Vendée, on sait que les retenues d'eau potable sont quand même relativement remplies, puisqu'on doit être autour de 85% de remplissage. Mais si on repense à mon idée de la Loire, qui dépend beaucoup aussi de ce qui se passe en amont, on sait qu'aujourd'hui, les 2 grands barrages de Nossac et Viré sont remplis à 92 et 37% seulement pour Nossac. Donc en fait, une situation qui s'annonce déjà difficile. À ce stade. On l'imagine. Nous allons vivre des épisodes caniculaires plus fréquents. Il faut s'y attendre. Les territoires vont devoir donc se préparer à gérer cette situation de stress hydrique. Comment est-ce que l'agence accompagne les territoires ? Alors, à l'agence de l'eau, nous avons trois logiques en fait, qui s'imbriquent et qui sont dépendantes les unes des autres. La première, c'est de préserver et de favoriser tout ce qui va la préservation des milieux aquatiques et des cours d'eau. Et donc, c'est tout un travail qui est fait avec l'ensemble des partenaires qui vise en fait à ralentir le cycle de l'eau, à reprendre des cours d'eau qui soient peut-être avec des formes plus variées que ce qu'on a pu faire quand on a voulu recalibrer, les remettre un peu plus droits, à préserver les zones humides, à désimperméabiliser. On le voit encore aujourd'hui, et ça va s'allier entre l'agence de l'eau et puis l'État sur la renaturalisation d'un certain nombre de secteurs, la désimperméabilisation. Donc ça, c'est le premier grand volet. Le deuxième, c'est de favoriser la sobriété, donc les économies d'eau. Donc là, tout ce qui va pouvoir concerner l'ensemble des acteurs, le monde industriel, les citoyens, le monde agricole, bien entendu, les collectivités.
Et puis après, c'est essayer de connaître un peu mieux ce qu'il en est, d'essayer de favoriser ce qu'Éric Orsena a appelé le partage de l'eau, c'est-à-dire de permettre à chacun de s'exprimer sur ses besoins et de voir comment on les alloue, donc de favoriser cette construction de projets territoriaux de gestion de l'eau. Et puis après, chercher ponctuellement des compléments avec ou effectivement de la réutilisation ou du stockage selon les contextes et selon la situation dans laquelle on est. Est-ce que vous faites de la prospective ? Alors oui, on fait. D'abord, on incite en fait nos partenaires à en faire. Donc, on favorise et on finance des études qui vont permettre d'identifier finalement quelle est l'hydraulicité, donc comment fonctionnent les cours d'eau, comment fonctionnent les nappes sur un secteur donné, quels sont les besoins en termes de milieu, c'est-à-dire ce qu'il faut pour que le fonctionnement du milieu naturel soit correct, et puis les usages qu'il y a sur ce territoire-là, et ça dans une vision un peu prospective du dérèglement climatique qui va à la fois affecter les ressources, c'est-à-dire diminuer leur disponibilité à une période où on en a plus besoin et peut-être des fois en mettre trop à d'autres moments. Et d'autre part, venir jouer sur les besoins eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on sent que les milieux ou nos propres usages vont être accrus à des périodes où justement on sera plus en déficit. Donc essayer de faire l'équation de tout ça pour se projeter et faire un projet de territoire. Et puis au niveau de l'Agence de l'eau et du comité de bassin, on va porter plusieurs études un peu larges. Une qui va concerner tout l'axe Loire, depuis finalement l'Allier jusqu'à l'estuaire, avec une agrégation de ces études locales et puis une vision tendancielle de ce qui sera l'avenir en incluant des projections scientifiques qui sont par exemple Explore 2. Alors, on va recevoir beaucoup d'élus sur ce plateau à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau. Quand on est un élu, quels sont selon vous les points clés importants à checker justement pour préparer son territoire à absorber les aléas climatiques ? Alors, je trouve déjà, je veux rappeler que les élus, ils ont à peu près tout en main, dans le sens qu'ils ont énormément de compétences. En tout cas, le bloc communal a aujourd'hui énormément de compétences sur la question de l'eau. Et en particulier, une partie est transférée, soit à des syndicats, soit au sein de l'EPCI, donc la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. Mais à ce niveau-là, il y a énormément de compétences, puisqu'on a à la fois les questions du petit cycle, donc l'assainissement, l'eau potable, les eaux pluviales, mais aussi tout ce qui va concerner le grand cycle, la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Donc je dirais que le premier point pour moi, pour un élu, c'est de s'assurer que dans sa structuration de compétences, il a bien géré cette compétence-là, bien réparti cette compétence. Et en particulier, ce n'est pas vrai partout sur la région, mais dans certains territoires, on a encore des communes qui gardent des compétences. Et je pense qu'il faut vraiment s'interroger aujourd'hui sur la mettre à minima à l'échelle intercommunale. Et 2026, qui est la date clé de prise de compétences, arrive vite. Donc vraiment de travailler cette structuration-là. Ça, c'est le premier point. Pour ceux qui sont encore concernés par ce point-là. Le deuxième, c'est de penser l'eau dans sa globalité. Et j'ai aimé les propos d'Éric Orsena de dire que c'est vraiment pas sectoriel, en fait. Ça inclut la politique alimentaire, ça inclut l'aménagement, ça inclut la politique agricole. Donc c'est de voir ça sous cet angle et de peut-être d'abord commencer à penser son territoire en fonction de la ressource en eau de demain. Ça veut dire aller chercher dans le cadre de l'aménagement, donc y compris les documents d'urbanisme, ce qui peut être fait sur des coefficients de biotope, sur la désimperméabilisation, la renaturation, de penser y compris son attractivité territoriale et sa dynamique de population en fonction de ça. Puis après, ça va être forcément pour des acteurs qui sont ici, c'est s'interroger sur la sécurisation de l'eau potable, donc voir si on a bien un schéma directeur, un schéma départemental, voilà, aller chercher des appuis autour de ça. Sur l'assainissement, la même chose. Sur la question des eaux pluviales. Et puis après, chercher d'autres leviers. Je pense effectivement, on pense souvent aux questions de qualité qui sont liées à la ressource et peut-être que des fois, de favoriser une alimentation saine et locale permet aussi d'encourager les agriculteurs du secteur à travailler la qualité et la quantité. Ouais, on imagine bien. Donc, beaucoup de points. Philippe, vous êtes notre fil rouge sur cette table ronde, vous intervenez comme vous voulez, donc vous me regardiez du coin de l'œil, vous avez peut-être une question à poser à Morgane Prieul ? Oui, j'ai une question pour Madame Prieul, c'est en 2022 sur quel était le montant total des fonds dont vous disposiez pour doter les collectivités sur les projets sur votre agence, et en quelle proportion ça a été consommé, et quelles sont les perspectives pour 2023 ? Alors, je dirais, habituellement, on est autour de 50 à 60 millions d'euros de subventions attribuées sur la région Pays de la Loire aux différents acteurs, donc collectivités et puis monde agricole, industriel. Sur ça,
sur 2022, on est un peu en deçà de ce qu'on avait imaginé. C'est mieux que 2020 était une mauvaise année, je dirais, pour différentes raisons, notamment des raisons aussi de réélection. Mais 2022, on était plutôt correct, mais on avait encore de la marge, donc on incite vraiment les acteurs à déposer des dossiers. Et sur ce qu'on a consommé en 2022, on a à peu près mis 22 millions d'euros sur tout ce qui va concerner les pollutions domestiques. Alors, c'est à la fois les stations d'épuration, mais aussi tout ce qui va concerner les réseaux. Et on est un peu autour des 500 000 euros sur la question de l'eau potable, puisqu'on est plutôt sur une diminution. En tout cas, on était sur une diminution autour de l'eau potable des investissements en termes de subventions, hein, pas des collectivités. Après, on voit bien que sur 2023, c'est des choses qui vont un peu rechanger, puisqu'on a une forte, au vu de la sécheresse 2022, une tendance à réinvestir peut-être plus sur la question de la sécurisation eau potable, avec des situations qui ont été délicates, notamment à l'amont du bassin. Alors, nous avons donc sur ce plateau 2 exemples concrets de préservation et optimisation de l'eau que vous accompagnez. Le projet pilote Jourdain et le retraitement des eaux usées pour l'arrosage des cultures de pommes de terre. On va commencer donc avec ce projet Jourdain, avec le projet pilote Jourdain de Réut, donc réutilisation des eaux usées traitées. C'est un projet installé au Sable d'Olonne, dont on entend beaucoup parler dans les médias, et pour cause, puisque c'est le premier projet en Europe à l'échelle d'un département. Comment est-ce qu'il s'est mis en place, ce projet, tout d'abord Oui, effectivement. Alors, je dirais que ce projet s'est mis en place à cause d'un contexte. Il faut replacer un petit peu le sujet. La Vendée, alors d'abord, on peut raisonner sur les besoins. La Vendée, territoire attractif, dynamique économiquement, dynamique démographiquement, avec notamment le tourisme. Hein, l'été, on va dire, dans l'année, on a à peu près 700 000 habitants et on peut avoir jusqu'à de 2 millions à 2,5 millions d'habitants sur la période estivale. Donc, des besoins importants. Alors, l'eau potable en Vendée, aujourd'hui, on est sur des ressources à 94% issues des cours d'eau, donc plutôt un schéma avec des barrages, des retenues et une production d'eau potable. Et en fait, le projet est venu aussi par le fait de se dire, si je confronte ces besoins, et notamment à terme, et ces ressources, il faut qu'on travaille globalement, et ça a été dit plusieurs fois, sur l'optimisation finalement de la ressource en eau. Et il faut qu'on travaille sur toute la chaîne. Ouais. Donc nous, on travaille sur toute la chaîne, les économies d'eau chez les usagers, quels que soient les usagers, le particulier, mais aussi les entreprises, le monde économique. Ne pas perdre d'eau, ça a été beaucoup dit, hein, ne pas perdre d'eau sur le trajet. Hein, j'ai aimé l'image de Pierre Mille sur les bouteilles d'eau en plastique. Essayer, alors la Vendée a une particularité, on parlera peut-être de Vendéo, mais on travaille beaucoup sur une mutualisation globale, donc des transferts, du stockage en carrière, et puis voilà, on en était là. Et on s'est dit à un moment, il faut qu'on trouve des ressources supplémentaires. Donc ça veut dire sortir un peu du cadre. Deux façons de sortir du cadre, désalinisation, on en a parlé. Ça veut dire des moyens importants et surtout des consommations d'énergie à ce stade importantes. On n'exclut pas que dans les années qui viennent, il y aura aussi de l'optimisation de ces process. Et puis le deuxième axe, la réutilisation des eaux usées traitées. Se dire, avec un angle, finalement cette eau usée qui est dans les stations d'épuration, pas très loin de la mer, et finalement est envoyée dans la mer. Alors ça ne veut pas dire que l'eau douce n'est pas importante pour la mer, au contraire, la conchyliculture, etc., pas mal d'activités. Néanmoins, le petit volume qu'on peut prélever de ces stations d'épuration peut concourir indirectement à la production d'eau potable. C'est vraiment ça notre raisonnement. Alors Vendéo, en quelques chiffres, ça représente quoi ? Alors Vendéo, on est donc un établissement public qui regroupe en fait... finalement, l'idée de Vendéo, je vais me prendre un pas de recul, ce sont des élus, dont Fabien Gabory ici, qui se sont dit, on se met ensemble pour gérer l'eau potable et on sera plus fort si on regarde à l'échelle de la Vendée. D'autant plus avec ces questions de ressources. Donc, 19 EPCI, on va dire alors, EPCI, communauté de communes, communauté d'agglomération et l'IDIE, à ne pas oublier, qui se mettent ensemble et qui se disent, on va travailler ensemble sur l'eau potable. On fait aussi un petit peu d'assainissement. Il y a une question aussi... qui est traité au sein de nos équipes. Et derrière, et on l'a dit, Éric Orsena a évoqué la notion d'infrastructure. Beaucoup d'infrastructures, c'est 15 000 km de réseau, hein, on est chez les canalisateurs, c'est 16 usines, ce sont des châteaux d'eau, on les voit sur nos territoires. Donc c'est vraiment tout ça. Et d'ailleurs, le fait que Vendéo ait cette structure, ça concourt aussi à la possibilité de porter des projets innovants.
Alors, l'unité d'affinage est sortie de terre. Elle doit permettre d'ici fin 2023 de produire de l'eau potable. Comment ça fonctionne? On a vu quelques images à l'antenne. Alors, en fait, on va raisonner en boucle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une station d'épuration, donc la station d'épuration des Sables d'Olonne. Alors, je vais prendre une image, puisqu'on a une assemblée plutôt de canalisateurs. Donc, on met un T, on voit bien l'image en sortie de la station d'épuration. Et au lieu que cette eau aille dans la mer, on se connecte, on récupère cette eau, on la traite sur une unité d'affinage, donc une unité de traitement. Alors, affinage, finalement, ce n'est autre qu'une unité de traitement d'eau potable, avec pas mal de technologies membranaires. Donc, ça veut dire des traitements très poussés. Et ensuite, alors, l'idée, on peut se dire, tiens, réutilisation d'eau usée, on est directement connecté derrière le traitement. Non. En fait, notre concept, on est vraiment sur l'idée de ce qu'on appelle la réutilisation indirecte. C'est-à-dire qu'on va traiter cette eau pour la remettre dans le milieu avant de la retraiter. D'accord. Donc ça veut dire 27 km de tuyaux qui vont jusqu'à une zone de rejet, une zone végétalisée, avant rejet dans le cours d'eau qui s'appelle le Jaunet, et ensuite on retraite l'eau potable pour la distribuer. Vraiment cette idée de boucle. D'accord. Pour nous. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un démonstrateur. Donc en fait, ce projet a aussi pour vocation de faire évoluer la réglementation. Complètement. En fait, on a eu la chance d'avoir un accord de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et environnementale, l'ANSES, un moment qui nous a posé, au regard de ce que j'exprimais en termes de, je dirais, d'organisation, de nous dire, on sent que vous en êtes capable, mais il va falloir poser, je dirais, une gestion du risque organisée. Il va falloir avoir un régime d'analyse très poussé. On va caractériser plus de 800 paramètres, etc. Donc il y a eu une volonté de l'ANSES de nous donner la possibilité d'expérimenter. Donc c'est en ce sens-là qu'on est démonstrateur. Et l'idée, c'est que aussi notre participation, je dirais, à l'évolution du concept puisse permettre de faire évoluer la réglementation. Parce que l'idée aussi des Vendéens, c'est que ce projet, aujourd'hui il est au Sable d'Olonne, mais l'idée c'est de pouvoir le répliquer sur les stations d'épuration de bord de mer, peut-être ailleurs. On l'espère, on va en parler aussi peut-être dans un instant. Philippe, comment est-ce que votre expertise et votre savoir-faire en tant que canalisateur peuvent accompagner ce type de projet? Alors, ce type de projet, pour un canalisateur, c'est quand même emblématique parce que nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de poser des canalisations. Et ce qu'on peut apporter à des projets comme ça, c'est tout simplement notre professionnalisme, avec du personnel formé, du matériel adapté. Et puis on peut aussi faire des veilles sur les matériaux à poser. Donc en fait, pour nous, c'est vraiment, c'est sur ce type de projet qu'il faut qu'on aille et qu'on participe. Et on sera toujours partant pour accompagner sur des projets comme ça. Alors, autre exemple, celui de la communauté de communes de Noirmoutier. Alors, il faut quand même savoir que la communauté de communes de Noirmoutier, pionnière en la matière, en termes de recyclage, puisque vous recyclez vos eaux usées depuis plus de 40 ans via les 2 stations d'épuration, une technique qui a permis aux producteurs de pommes de terre majoritaires sur l'île de sauver leur filière durant les années de forte sécheresse. C'est un modèle d'avenir face à l'urgence climatique. Fabien Gabory, donc, vous êtes le président de la communauté de communes. Comment ça fonctionne ? Bien, alors déjà, c'est notre territoire insulaire, parce que l'insularité fait qu'il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Et même si on est membre de Vendéo, et je remercie Vendéo de nous approvisionner en eau douce, bien évidemment, et qu'on est aussi connecté avec le continent par le pont depuis les années 71, mais à la base, nous ne sommes pas producteurs d'eau, il n'y a pas de cours d'eau sur notre territoire, et donc il n'y avait que quelques puits et qui alimentaient jusque dans les années 50 l'ensemble des habitants. Et puis les agriculteurs étaient face aux aléas climatiques. Même ces puits, de temps en temps, avec la marée, étaient un peu saumâtres, et donc il a fallu développer un autre système. Et dès qu'est arrivée la construction du réseau d'assainissement collectif, qui a été par la physionomie de territoire, qui est un territoire de marais, la technique qui a été mise en place, c'était des traitements normaux, et après un affinage par le lagunage, donc ce que vous voyez derrière vous en image, et ce sont des lagunes peu profondes, donc qui servaient ancestralement à la culture du sel et depuis à l'aquaculture, à la crochéiculture, et par un abattement avec les UV qui transpercent la masse d'eau, on a abattu la bactériologie et on a permis d'avoir une qualité d'eau qui a permis et qui a été vue comme une manne providentielle par les agriculteurs et qui a permis de développer ce système d'irrigation. Et ce qui a permis vraiment le développement, c'est la sécheresse de 76 où là tout le monde a pris conscience que c'était vraiment ça qui allait sauver notre agriculture. Et depuis qu'on l'a mis en place, le réseau maintenant a été optimisé et toutes les parcelles sont alimentées
par ces eaux de réutilisation, et on permet comme ça d'avoir 12 000 tonnes de culture de primeurs de pommes de terre, dont la qualité est incomparable et bien connue, sur le territoire tous les ans. Tout à fait, la fameuse Bonote, voilà, qu'on a plaisir à avoir sur les tables chaque année. J'imagine qu'il y a une surveillance spécifique de ces eaux. Alors, en tant que producteur, bien évidemment, nous devons mettre une eau réglementairement conforme pour nos agriculteurs. Et donc, on a un suivi hebdomadaire avec des protocoles. Dès qu'on a une petite alerte sur la bactériologie, on arrête l'irrigation, on fait une contre-analyse dans les 24 heures et on redéclenche le système d'irrigation quand tout est revenu à la normale. Mais on dépasse très, très, très rarement le règlement européen qui est appliqué désormais. Et donc, on se félicite de ce traitement par UV naturel, un véritable écosystème, comme le disait Eric Orsena, naturel et qui marche très bien. Quels sont les bénéfices pour le territoire ? La culture de pommes de terre, accompagner une production primaire importante. D'autre part, c'est de l'eau économisée, bien évidemment, parce que comme on l'a dit, on a une population avec la bipendularité qui passe d'environ 10 000 habitants jusqu'à 130 000 l'été. Donc c'est autant d'eau qui aurait été prélevée dans l'eau potable pour arroser les cultures et qui n'est pas prélevée et qui permet d'économiser l'eau que nous fournit Vendéo. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais donner quelques chiffres concernant l'île de Noirmoutier. Vous n'avez aucun captage ni rivière sur l'île, 1,5 million de mètres cubes, c'est le volume d'eau nécessaire chaque année pour alimenter l'île vendéenne. L'été, la population est multipliée par 12, donc vous passez de 9 400 à l'hiver à près de 130 000 résidents. L'été, c'est une eau que vous redistribuez, et ça aussi c'est important de le préciser quand même, gratuitement donc, aux agriculteurs. En gros, donc, vous utilisez un tiers de vos eaux usées. Qu'en est-il des 2 tiers restants ? Alors, les 2 tiers restants, jusqu'à maintenant, bien sûr, sont rejetés dans le milieu naturel via un protocole préfectoral. Et l'idée est bien évidemment d'aller chercher d'autres utilisations pour ces eaux, pour optimiser au fait et ne pas avoir de rejet dans le milieu naturel. Parce que le rejet dans le milieu naturel, bien sûr, joue un peu sur la biodiversité. Et on a aussi des élevages marins que nous voulons absolument protéger avec une qualité d'eau qui devrait s'améliorer aussi par les bassins versants et tout ce qui est mis sur la qualité de l'eau de mer. Quelle est la suite à donner au projet maintenant ? Ce que je vous ai dit, c'est un plan alimentaire territorial qui est en place. Ok, le PAT, très bien. Cette qualité d'eau pour avoir aussi, parce que là on est sur une monoculture de pommes de terre, emmener une agriculture différente, raisonnée, et puis de la production de légumes dans le cadre d'un plan alimentaire territorial. Donc une belle évolution à venir, voire une révolution. Philippe, c'est intéressant de voir ces 2 projets avec lesquels vous pouvez travailler. Bien sûr. Et en plus, c'est des projets qui ont du sens, puisque... on parle de préserver la ressource, donc on est vraiment au cœur du sujet là. Donc nous, on se doit d'accompagner ce type de projet, bien sûr. Ouais, ça c'est une évidence. Et c'est important de préciser que vous travaillez main dans la main quand même. Hein. C'est vraiment en cohérence, voilà, par rapport au plan d'urbanisme. Il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est vrai que moi j'ai découvert ça en travaillant sur cette émission avec les canalisateurs, notamment avec vous Philippe. Et c'est important de dire, c'est pour ça que je l'ai dit aussi, que les canalisateurs sont novateurs et les collectivités sont ambitieuses. Et c'est grâce à cette adéquation qu'il y a de beaux projets. Et je me tourne vers vous, Morgane Priol, parce que moi j'ai envie de savoir si vous avez des budgets spécifiques pour ce type de projet. Alors, il y a à la fois des budgets d'expérimentation, c'est ce dont bénéficie le projet Jourdain, puisqu'on a prévu d'y mettre presque 7 millions d'euros, un peu plus même. Mais il y a aussi sur les lignes classiques en fait, des possibilités sur la réutilisation. Ça me permet quand même de dire sur la réutilisation que pour nous, il y a quand même quelques petits points de vigilance à avoir. Je les rappelle, c'est comme le disait tout à l'heure Denis Gilbert, c'est de se dire... d'une part, il faut s'assurer que l'eau qui est reprise, en fait, elle n'était pas déjà utile au milieu. On a un certain nombre de stations d'épuration qui sont sur des rejets, sur des petits cours d'eau pour lesquels il peut y avoir un intérêt à maintenir ce rejet en période d'étiage. Donc ça, c'est un point que nous, on va vérifier avant de subventionner les projets, ou qu'on demandera plutôt à la collectivité de s'assurer avant qu'on les finance. Le deuxième, c'est que ça a un coût, la question de la réutilisation. Donc tout ce qui peut être économisé, je le rappelle toujours, est toujours gagné avant. Mais bien sûr, ça sert aussi d'aller quand même sur ça. Et puis le troisième point, c'est de s'assurer qu'on est sur des usages qui sont majeurs. C'est-à-dire que la réutilisation, elle vient bien alimenter des usages dont on aurait eu besoin de manière assez fondamentale, puisqu'on voit qu'il va falloir penser ce partage de l'eau. Et donc voilà, il faut penser à l'allocation de la réutilisation. Vous pouvez peut-être rebondir, Denis Gilbert, sur ce que vient de dire Morgane Priol par rapport au financement et à ces points de vigilance. Complètement. D'ailleurs, je remercie le financement de l'Agence de l'eau, d'ailleurs la région, le département. Dès lors qu'on s'engage dans des projets
je dirais, novateur. On a besoin aussi d'être aidé parce que finalement, ce projet n'est pas stricto sensu vendéen. Il est plutôt à vocation, je dirais, d'être réplicable et d'être vu ailleurs. Et d'ailleurs, vous êtes aussi soutenu par le FEDER. Et on est aussi soutenu par le FEDER, effectivement, et par l'État aussi. Donc on a à peu près 50% un peu moins de 50% sur la partie démonstrateur. Après, on sait que notre projet aujourd'hui est en partie démonstrateur, c'est-à-dire un quart, et à terme, l'idée, c'est de multiplier par 4. Donc on aura aussi besoin d'être aidé dans cette multiplication par 4 à terme. Donc on a vraiment ce sujet-là. Et sur les points de vigilance, on a été attentif, justement, c'est ce que j'évoquais sur le fait de la proximité du milieu marin. Et aujourd'hui, le constat, au regard des études qui ont été faites, on se rend compte que notre projet est plutôt bénéfique globalement et pas d'impact négatif sur le milieu. Alors, en dehors de ces projets de traitement des eaux usées, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus en région Pays de la Loire et sur aussi d'autres thématiques ? Alors, on a plusieurs études sur des collectivités qui ont engagé des études sur la réutilisation, donc qui sont en passe de voir ce qui va être fait, notamment pour de la réutilisation pour l'arrosage d'espaces verts ou d'espaces de loisirs. C'est là où je dis qu'il faut bien articuler les choses. On en a aussi de la réutilisation, cette fois, ou de l'utilisation des eaux pluviales, c'est-à-dire de stockage du pluvial pour l'utilisation. Je pense notamment sur les céristes ou les maraîchers et sur l'élevage également pour l'abreuvement. On peut avoir aussi un certain nombre d'industriels qui s'engagent sur du recyclage ou des circuits fermés, c'est-à-dire qui changent de process pour du coup consommer moins d'eau et finalement être en circuit fermé, ou des tours de refroidissement qui sont changés en condensateur adiabatique pour effectivement avoir ça. Donc oui, il y a une belle dynamique en ce moment. Une belle dynamique donc en région Pays de la Loire. Merci à tous les quatre. Bravo donc pour ces deux projets innovants. Fabien Gabory, on vous retrouvera dans la troisième partie de cette émission. Avant ça, nous allons maintenant évoquer les indicateurs clés de l'entretien du patrimoine. Pour échanger donc sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gilles, directeur eau et assainissement de Nantes Métropole. Bonjour Philippe Gilles, merci d'être avec nous. Frédéric Espéret, donc directeur eau et assainissement d'Angers-Loire Métropole. À vos côtés, on retrouve Sébastien Boivin, responsable du pôle hydraulique au Mans du bureau d'études SAFEJ. Et puis notre canalisateur des Pays de la Loire, représenté par Didier Ruet, donc du département Loire-Atlantique. Bonjour à tous les quatre. Alors aujourd'hui, la capacité de préserver le patrimoine est remise en cause. Sur ce qui est capté et traité, on perd environ 20% à cause des fuites dans les canalisations. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent du lac d'Annecy tous les ans pour la France. Et si on renouvelle 1%, on va dire le réseau, il faut que le patrimoine dure 100 ans. 2% c'est 50, 3% 33 ans. Ce sont des chiffres qui permettent de dire aujourd'hui comment les maîtres d'ouvrage se situent par rapport à ce coefficient de rendement. Et puis, il faut quand même savoir que la moyenne en Pays de la Loire, c'est de 0,8% et nous sommes plutôt de bons élèves. Donc déjà, on commence par une bonne note. Je me tourne vers vous, Philippe Gilles, parce que j'ai envie de connaître quand même la dynamique actuelle de la métropole nantaise, à savoir où vous en êtes, vous, dans votre coefficient de renouvellement et de rendement sur l'eau potable. Alors, je vais juste commencer par repréciser le rendement, ce que c'est. C'est ouais, très bien. Le quotient entre les volumes qui sont mesurés, facturés, consommés sur un territoire, divisé par les volumes qui sont produits ou importés. Et c'est une donnée qui est très facile à apprécier, qu'on retrouve effectivement dans un certain nombre de médias, on a tendance à imaginer qu'elle illustre la qualité du soin consacré au réseau. Il suffit d'être très réactif pour identifier les fuites et les réparer pour que le rendement monte. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça dépend de la configuration du réseau, ça dépend de l'agressivité des sols, ça dépend de l'âge de pose et de sa qualité. Et donc, il y a un certain nombre d'autres indicateurs qui complètent celui-ci. Sur le territoire de la métropole de Nantes, on a un rendement qui est de l'ordre de 88%. Donc, on perd que 12% d'eau, ce qui est plutôt bon, voire très bon, et qui peut être comparé avec un autre indice qui est l'indice linéaire de perte, où on prend ce volume et on le ramène par le linéaire du réseau, selon que vous ayez un réseau plus ou moins grand. Là, on a un taux de perte qui est de l'ordre de un peu moins de 5 mètres cubes par kilomètre et par jour, ce qui est un peu moins bon, donc ça vient pondérer un petit peu les différentes choses. Pour avoir des bons rendements, il faut consacrer beaucoup de temps
au suivi du réseau et également avoir une gestion patrimoniale, donc un niveau de remplacement qui est pertinent et qui permet d'avoir un réseau qui n'est pas trop vieillissant. Sur le territoire nantais, par exemple, on a 300 fuites sur le réseau par an et 900 sur les branchements, donc ce qui nécessite une ingénierie de tous les instants. Il y a un concours des entreprises qui nous permettent de terrasser et de réparer ces fuites de tous les instants. Sur le renouvellement du réseau stricto sensu, on a un réseau qui fait à peu près 3200 km. On en remplace un peu plus de 20 km par an. Donc on a un taux de renouvellement de l'ordre de 0,7%. C'est un tout petit peu inférieur à ce que vous disiez. Mais ça reste dans la moyenne. Ça reste élevé. C'est surtout en vraie dynamique, parce que quand on regarde cet indice, et en général on le calcule sur 5 ans glissants, on n'est plus qu'à 0,5%. Donc, sur moyenne quinquennale, on a un taux de renouvellement qui est de 200 ans. Là, sur la dynamique actuelle, on a un réseau qui se renouvellerait tous les 140 ans, ce qui reste d'un point de vue technique tout à fait inenvisageable. Les réseaux ne tiendront pas aussi longtemps. On sait par exemple qu'on a encore 600 km de réseau en fonte grise. C'est de la fonte qui est très fragile. Et chaque fois qu'en milieu urbain, on vient faire un trou quelque part, le réseau est fragilisé et risque de se casser. Donc on vise aujourd'hui un taux de renouvellement de 1%, ce qui est un peu une tendance qui est nationale et qui est un peu plus rationnelle. Pour autant, passer de 0,7 à 1%, c'est encore 50% de plus. Ça veut dire qu'il va falloir passer de 20 à 30 km de réseau renouvelé par an, ce qui est vraiment considérable à point de vue technique, d'un point de vue dommage et gêne en surface, et puis aussi d'un point de vue financement, et même capacité à intervenir et à travailler pour faire ces travaux. Alors on va voir bien sûr la différence, et notamment avec Sébastien et le bureau SAFEJ, la différence entre le milieu urbain et le milieu rural. On verra aussi avec vous, Frédéric Espéret. La question en milieu urbain sur le renouvellement des canalisations ne peut pas se poser sans celui des branchements. Et ça, c'est un indicateur qui donne une donne supplémentaire. C'est tout à fait vrai, puisque la densité des branchements reflète un peu la géométrie du réseau, et selon que vous soyez en zone rurale ou urbaine, eh bien, vous n'avez pas la même densité. Les branchements sont des points de fragilité, ils focalisent quasiment 3/4 des fuites, et donc on a l'obligation impérieuse d'aller renouveler les branchements. On a fait une grosse campagne il y a une vingtaine d'années, quand il s'est agi de remplacer tous les branchements en plomb pour des questions sanitaires, et aujourd'hui, effectivement, on a un indicateur qui porte sur ces organes. On est un petit peu mieux, on est à 0,8% de branchements renouvelés par an, et notre ambition, là aussi, c'est de viser le 1% par an, ce qui nécessitera de remettre des moyens et de l'argent sur la table. Alors, du côté d'Angélor Métropole, Frédéric Espéret, quels sont les indicateurs clés ? Alors, un petit peu les mêmes que ceux qui ont été exposés. Effectivement, on a un peu plus de 90% de rendement de réseau, et puis une ILP qui est plutôt autour des 3, on va dire ça, quelque chose comme ça. Et un taux de renouvellement qui est glissant sur 5 ans de l'ordre de 0,7 à 0,8%, et qui a été récemment un petit peu amputé du fait de gros travaux, parce que quand on fait des travaux comme du tram, ce qui peut exister aussi sur les grandes métropoles, on va dévier des canalisations qui n'ont pas forcément nécessité à être renouvelées tout de suite, mais il faut bien les déplacer, puis c'est souvent des surprofondeurs, des choses importantes, donc des grosses volumétries financières, mais finalement des linéaires relativement faibles. Maintenant que ces projets structurants sur la Angélor Métropole sont faits, on va pouvoir repartir dans une dynamique où le linéaire va pouvoir reprendre un petit peu le pas sur le financier. Moi, je le mets souvent aussi en rapport, ces indicateurs techniques, avec ces indicateurs financiers, parce que c'est aussi la capacité à soutenir cette dynamique-là, comme on le disait. On a un prix de l'eau qui est aujourd'hui autour de 3,43 TTC le mètre cube, ce qui est inférieur à la moyenne nationale. On a une extinction de la dette qui est inférieure à 2 ans. On n'a pas recours à l'emprunt. Donc, en fait, finalement, on a une visibilité financière pour structurer la dynamique d'investissement et de renouvellement qui est assez solide, pour ne pas dire très très solide. Et pour donner l'exemple, cette année, on fera 12 millions d'euros d'investissement, de renouvellement sur les canalisations, répartis 5 en eau, 6 en assainissement, puis 1,5 globalement sur le pluvial, qui reste, il faut l'admettre, un petit peu le parent pauvre, sur lequel il faut qu'on apprenne encore beaucoup de choses. Alors, je ne vous ai pas posé la question, alors je vous la pose maintenant, c'est quoi le patrimoine ? Alors, le patrimoine, c'est 2400 km de réseau en eau potable, 1300 en assainissement, 1300 en pluvial. On a globalement un patrimoine qui, en eau potable, qui a 38 ans d'âge. On a la chance d'avoir un réseau séparatif en eau, enfin la chance, des fois c'est une malchance, mais bon, séparatif en eau et en assainissement. Et on verra pourquoi tout à l'heure, je mets le point sur ce sujet-là.
On a, comment dire, surtout au niveau du patrimoine, ça va peut-être un peu étonner, mais au-delà des canalisations, on a d'abord des hommes et des femmes, puisqu'on est une régie, et on opère totalement en régie l'exploitation de ces réseaux, de ces réservoirs, stations d'épuration et stations de production. Donc c'est 250 collaborateurs, des hommes et des femmes, qui œuvrent sur le territoire, globalement 10% du Maine-et-Loire, mais 40% de la population du Maine-et-Loire qui est desservie par cette régie-là. Et puis un point qui est important, on en parlait tout à l'heure sur les aspects financiers, c'est qu'on a un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. On a une visibilité à 15 ans des chantiers que l'on veut faire, ce qui nous permet de proposer aux élus finalement une feuille de route tarifaire connue, votée en début de mandat électoral et qui est stable sur 6 ans, avec les évolutions qui sont connues pour soutenir ces investissements. Ouais, très bien. Je sais qu'en préparant dans cette émission, vous me disiez que vous aviez une approche particulière avec les entreprises. Oui, tout à fait, parce que, comme je disais, on est une régie, et dans le cadre de cette régie, on a la maîtrise d'ouvrage, comme toutes les EPCI, mais on a aussi la maîtrise d'œuvre. Donc, on a un bureau d'études qui fait la totalité des plans projets sur les renouvellements de canalisation. Ah, très bien. Et donc, on est amené à travailler beaucoup avec les entreprises, puisqu'il va falloir qu'on fasse des choix en fonction des contextes sur des chantiers avec ou sans tranchées. On a aussi, comme le disait Morgane Priol, un territoire avec un bassin parisien, puis un socle granitique. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes techniques qu'il faut mettre en œuvre. On est très attaché au respect et aux détails que l'on peut mettre dans le guide de prescription technique. Donc ça, c'est aussi des échanges en fait qu'on a avec les canalisateurs pour bien identifier et donner des conseils sur ce qu'on veut voir mettre en œuvre dans finalement un patrimoine qui va être enterré et que derrière la régie va exploiter. Donc il faut qu'on ait une vision, et donc on a beaucoup d'échanges avec les canalisateurs sur ces sujets-là. Et puis pour garder un peu malgré tout de la réactivité, de la flexibilité, on a un marché à bon de commande qui est multi-attributaire. Donc on a 3 prestataires ou des groupements qui travaillent avec nous et on leur donne une visibilité comme ça sur 3 ans de travail, et ce qui nous permet, en fonction des savoir-faire des entreprises, de fournir les chantiers en milieu rural, semi-rural, urbain, en fonction des savoir-faire et des techniques envisagées. Quel objectif vous vous êtes donné en termes de renouvellement? Et après, je passerai la parole à Didier. On est aujourd'hui à 0,7-0,8 et avec la capacité d'investissement que l'on a, qui est conforme finalement avec ce que nous préconisait le schéma directeur en eau potable ou en assainissement. Effectivement, maintenant qu'on a arrêté et finalisé les grands projets, on va pouvoir tenir à peu près les 1% de renouvellement de réseau. C'est une bonne nouvelle. Alors, Didier, je vous vois attentif aux chiffres qui sont donnés. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des maîtres d'ouvrage maintenant, en tant que canalisateur, pardon? Alors, derrière... ça rigole dans le public. Hein. On est en public, je vous rappelle, en direct sur LinkedIn et en public. Alors Didier, qu'est-ce que vous attendez, vous, des maîtres d'ouvrage? En tant qu'entreprise de pose de canalisation, on attend de pouvoir mettre en œuvre le professionnalisme de nos salariés dans les entreprises et donc de poser des canalisations. Mais derrière ces chiffres qui sont donnés là par les maîtres d'ouvrage ici présents, je crois savoir qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, la sélectivité des projets et des travaux engagés, qu'il y a d'autres critères que le simple vieillissement de la canalisation, et que, en fait, il faut arbitrer entre les extensions, les interconnexions qui vont s'imposer dans le cadre du stress hydrique actuel, et je crois comprendre également qu'il y a un sujet de nature de matériaux susceptibles de relarguer des particules qui pourraient être éventuellement toxiques pour la population. Donc là, ce que je comprends, c'est on parle de taux de renouvellement, on parle aussi de bon renouvellement. Voilà, en fait, je pense qu'effectivement, il faut lancer les bons renouvellements, ceux qui participent effectivement d'un bon mariage entre la nécessité de renouveler ces canalisations vieillissantes, dont on n'a pas dit, mais la durée raisonnable de vie d'une canalisation, elle était entre 50 ans et 60 ans ou 70 ans. Donc les 100 ans, les 160 ans que l'on évoquait tout à l'heure, ils sont absolument incompatibles avec la durée de vie d'une canalisation. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression nous, on a des moyens, mais que nos élus et nos maîtres d'ouvrage ont un débat extrêmement complexe sur l'arbitrage entre ces problèmes de chimie, ces problèmes d'interconnexion, ces problèmes de vieillissement. Et en fait, nous, on constate que le besoin, il est immense. Il suffit juste d'organiser les choses correctement pour qu'on puisse, nous aussi, nous organiser
recruter, embaucher et pouvoir mettre en œuvre les chantiers qui seront éventuellement confiés. Alors, il nous reste 10 minutes pour cette table ronde avant de passer à la dernière partie de cette émission. Je vais donner maintenant la parole à Sébastien Boivin. Vous êtes responsable de la cellule hydraulique au bureau d'études Safej, donc filiale de Suez, qui est l'un des leaders mondiaux en matière d'ingénierie et de conseil dans le domaine de l'eau. Vous intervenez sur la Sarthe et la Mayenne. Est-ce que vous voulez tout d'abord rebondir sur les ratios qui ont été donnés ? Écoutez, les ratios évoqués sont tout à fait pertinents et cohérents avec ce qu'on peut observer sur notre territoire. Donc effectivement, pour la Mayenne et la Sarthe, petit focus quand même, ce sont 2 territoires relativement ruraux. Je parle notamment aussi pour la Mayenne, où on a quand même des écarts types assez flagrants. On pourra en parler tout à l'heure sur les rendements. Mais ça révèle quand même une véritable prise de conscience des élus quant à la nécessité de préserver la ressource et je dirais faire face aussi aux enjeux climatiques qui nous attendent. Alors justement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la réalité des rendements ? Alors la réalité des rendements, c'est assez particulier dans le sens où on va varier entre 65 et 85%, voire 90% sur certains territoires. Après, comme je viens de l'expliquer, on a des réseaux beaucoup en milieu rural. La recherche de fuite en milieu rural est très particulière, elle est très compliquée par le fait d'avoir des canalisations en PVC qui posent beaucoup de problèmes de recherche de fuite. Et s'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'atteindre un bon rendement de réseau, c'est relativement facile parce qu'on va réparer beaucoup de fuites, on va trouver beaucoup de fuites, de grosses fuites. Après, atteindre le petit pourcent qui va nous faire passer vraiment d'un réseau assez bon à très bon, il n'est pas facile à avoir, mais il n'est surtout pas facile à tenir. Parce qu'en fait, c'est du travail de longue haleine, il faut tous les jours regarder. Donc heureusement, les moyens techniques maintenant disponibles sont assez nombreux. On a de la télégestion, on a du report sur l'informatique. Et tout ce qui est appareil aussi de recherche de fuite maintenant est quand même très pratique. Je pense notamment à tout ce qui est gas tracer. Voilà, on a vraiment un panel d'outils qui nous permet de rechercher la fuite facilement. Alors, c'est ce que vous observez, vous, en tout cas, sur le terrain du côté de la Sarthe. On a bien compris qu'il y avait des difficultés opérationnelles de renouvellement de réseau. Quelle différence vous faites entre le milieu urbain et le milieu rural, alors ? Pour le renouvellement de canalisation, du coup, alors écoutez, là, on est vraiment dans ce que j'expliquais. On va avoir effectivement du milieu urbain avec des linéaires en général très courts, mais avec beaucoup de branchements, beaucoup de croisements. On parlait de tramways, des choses comme ça. On a beaucoup d'entraves à la réalisation des travaux. On a une interface assez complexe entre effectivement la gestion des abonnés, la gestion de la circulation, la gestion des commerces, qui sont des paramètres vraiment à prendre en considération quand on est vraiment dans les agglomérations. Alors qu'en milieu rural, je dirais que tout roule, façon de parler. On est là sur un accotement, on déroule des kilomètres et des kilomètres. On reprend un branchement par-ci par-là, on reprend une petite antenne. Voilà, c'est pas du tout les mêmes cadences, c'est pas du tout les mêmes ratios au mètre linéaire. Voilà, c'est vraiment deux métiers bien différents, mais tout aussi attractifs. Alors Philippe, je sais que vous voulez réagir. On imagine que c'est pas du tout la même chose que sur le cours des 50 otages, par exemple. On est vraiment dans la diversité de paysages et de contraintes. Ajouter un élément simplement à la discussion, dans des territoires urbains et aussi dynamiques que celui de Nantes Métropole, on a une profusion de projets. On doit à peu près sortir, enfin, on a l'engagement de sortir 6 000 logements par an. Et donc, ces logements, il faut bien les installer quelque part. Donc, ce sont des axes, des zones spécifiques qui focalisent à la fois l'attention et les moyens. Et donc, finalement, la gestion patrimoniale, on a la conscience qu'il faut la faire, mais pour être clair, c'est pas l'investissement le plus sexy qui existe. Et on a une capacité, un peu malheureusement, à subir que nos moyens financiers, nos moyens humains sont siphonnés sur des parties de la ville au détriment des zones, finalement, pour lesquelles la gestion patrimoniale aurait peut-être le plus de vertus, par exemple pavillonnaire. Et pour améliorer cette situation, l'objectif, c'est d'arriver à sanctuariser des sommes, des montants, des moyens pour que cette gestion patrimoniale puisse être préservée, quand bien même elle arrive un peu souvent en cinquième roue du carrosse. On a chez nous un tas d'outils de gestion, de priorisation avec un certain nombre de paramètres pour prioriser l'investissement plutôt ici que là. Dans les faits, c'est souvent des effets d'opportunité. Il y a une ligne de transport en commun, il faut renouveler les réseaux. Il y a une ZAC, il faut l'alimenter. Et donc, la capacité à faire vraiment de manière souveraine l'investissement patrimonial à cet endroit-là, elle est faible. Notre ambition, c'est de l'améliorer et il y a énormément de travail sur ce sujet. Donc, moi, ce que je comprends en tout cas, c'est qu'il faut avoir le bon timing. Absolument. Sur la gestion patrimoniale, c'est la même chose pour Angela Métropole. C'est pareil, dans les mêmes propos qui sont tenus là, on a, nous, estimé qu'environ 50% du volume financier consacré à l'investissement et au renouvellement était effectivement siphonné par des projets d'aménagement de territoire et 50% réellement aux besoins d'exploitation, c'est comme ça que j'appelle ça, pour maintenir de façon durable notre patrimoine. Ouais. Est-ce que du côté de Safej, justement, vous avez cette anticipation avec les maîtres d'ouvrage avec lesquels vous travaillez? Oui, tout à fait. Alors, je vais rebondir aussi sur ce qu'on est en train de dire parce qu'on parle beaucoup de planification. Et effectivement, entre les aménagements
l'aménagement urbain, les problèmes réglementaires. On parlait tout à l'heure notamment des métabolites de pesticides qui sont en train d'arriver ou des CVM. Vous voyez, c'est plein de petits programmes qui viennent interférer un petit peu les plans de renouvellement. Et là, tout notre rôle de maître d'œuvre est là pour vraiment prioriser, cadencer et essayer d'optimiser au maximum la dépense des budgets, parce que les budgets ne sont pas extensibles malheureusement. Frédéric Espéret. Je voulais rebondir aussi sur les notions de matériaux qui ont été aussi un petit peu évoquées. On parle des CVM avec effectivement les relargages qu'on a pu connaître du travers des PVC, mais on s'aperçoit aussi qu'on commence à payer avec des changements de réglementation des matériaux qui ont été choisis dans les années 50-60, comme l'amiante ciment, qui pose d'extrêmes conditions, je dirais, d'intervention, d'exploitation, de réparation, avec des gens qui travaillent en scaphandre quand il fait 35 degrés dehors, en masque ventilé, etc. La gestion des déchets un petit peu particulière. Donc maintenant, quand on se pose la question des matériaux, on fait attention à ce genre de choses. On commence à se poser des questions sur réutiliser, on parlait de l'âge des canalisations, et notamment pour l'assainissement, dans des contextes particuliers, par exemple de reposer du grès, qui peut être très durable dans le temps, mais c'est dans des contextes spécifiques, avec des projets millimétrés. Alors, on parle d'innovation, vous l'avez évoqué, hein, Sébastien, on parle des nouveaux matériaux. Moi, j'aimerais qu'on parle d'une technique, c'est la technique d'éclatement. Ça représente quel pourcentage à Angers-Métropole et à Nantes Métropole ? Alors, en pourcentage, je dirais que c'est du millième de %, puisque dans les techniques sans tranchées, on est plutôt, nous, aujourd'hui, à faire du chemisage intérieur, et notamment dans le cadre des conduites les plus anciennes, puisqu'on s'aperçoit sur les conduites les plus anciennes, la régie a commencé dans les années 1850-60, donc on a des canalisations qui ont 170 ans, une fonte extraordinaire, grise, cassante, mais avec une quantité de fonte qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc la structure finalement du matériau est là, et on gagne juste à racler les conduites intérieures, rechemiser à l'intérieur et regagner finalement en coefficient de rugosité, donc en facilité, en fluidité du mouvement de l'eau derrière, et on garde la structure existante. Donc très peu d'éclatement, mais de plus en plus de techniques sans tranchées et du chemisage. À Nantes Métropole, technique d'éclatement, pardon ? Pareil, de manière un petit peu exploratoire, et avec des limites liées à la géométrie ou à la topologie de la zone sur laquelle on met en œuvre cette pratique. Là aussi, quand il y a une densité de branchement élevée, ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien, on a fait des chantiers tests, c'est prometteur, mais réservé à une partie seulement du territoire et la partie la moins urbaine. En quoi cette technique d'intervention, Didier, a des aspects positifs, justement ? Alors, on parlait de la différence de difficulté à appréhender entre les travaux en rural et les travaux en urbain. Et les travaux en urbain, ce qui peut être un obstacle à leur réalisation, c'est l'acceptabilité par les riverains, les commerçants, enfin les gens qui sont sur place. Et pour le coup, ces techniques sans tranchées ont vocation à être beaucoup moins impactants sur l'environnement extérieur et voire même à diminuer la durée des chantiers. Pour l'aspect acceptabilité. Et n'oublions pas un enjeu majeur qui a été rappelé pour les canalisateurs, c'est la diminution d'émissions de CO2 pour nos travaux. Les techniques sans tranchées contribuent également à faire rouler moins de camions, à transporter moins de matériaux, donc c'est beaucoup moins impactant sur la planète. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, ces techniques sans tranchées. Simplement la réserve, ce que disait M. Gilles, c'est qu'effectivement, comme disait M. Orsena, ce n'est pas une règle pour tout, c'est qu'il faut avoir un catalogue de techniques traditionnelles avec tranchées et sans tranchées, et pouvoir s'adapter à chaque contexte particulier de difficulté spécifique du chantier. Si je comprends bien, vous, en tant que canalisateur, Didier, et c'est le cas aussi pour l'ensemble des canalisateurs qui nous regardent actuellement sur LinkedIn, ce qui vous intéresse, c'est la lisibilité de la programmation. Oui, alors, je voulais porter un message général des canalisateurs, c'est qu'on est un petit peu comme l'eau qui est en stress. On est tous en stress hydrique. Vous êtes en stress hydrique, Didier, nous, ou pas ? On est en stress de recrutement de personnel, comme beaucoup d'entrepreneurs en France. Et d'une part, et d'autre part, c'est une bonne chose. La profession s'est énormément professionnalisée depuis 10 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, on forme, on recrute. On prend beaucoup d'apprentis. Je remercie d'ailleurs et souligne l'intérêt, la pertinence des CFA et des lycées professionnels avec qui on travaille énormément pour introduire dans la vie active des jeunes. Mais pour le coup, il faut du temps et de l'énergie de nos compagnons, de nos ouvriers, de nos chefs de chantier pour pouvoir introduire ces personnes. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on va devoir faire face à une demande importante dans les années à venir en matière de canalisation d'eau potable, mais on met en alerte sur le fait
on a des moyens qu'on veut le plus professionnels possible, des matériels qu'on veut le plus adaptés, le plus économe en émissions de CO2. Mais pour pouvoir répondre à la demande qui va être importante, il faut anticiper, il faut visualiser, il faut programmer. Voilà, c'est pour ça qu'on demande effectivement à ce que chacun soit conscient des enjeux qui y arrivent. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui le démontre, tout le monde est conscient. Mais attention, nous aussi, on doit former, introduire et avoir des moyens qui soient adaptés, opérationnels pour les enjeux. Qui sont les vôtres. Voilà. Exactement. Merci donc à tous les quatre pour ces chiffres, pour votre vision et de l'entretien du patrimoine. On va terminer cette émission avec un sujet ô combien important qui est la suite logique des deux thématiques que nous venons d'aborder avec le prix de l'eau, mais pas le prix de l'eau en tant que tel, mais de la capacité de financement, d'entretien et de renouvellement. L'eau perdue coûte cher à la collectivité, surtout à cause du mauvais entretien. En quoi le prix de l'eau peut financer l'investissement et l'entretien dans les infrastructures qui protègent l'eau? Qui dit financement dit élus. Ce sont eux qui définissent les budgets alloués pour les infrastructures. On va justement en discuter avec eux. Et je les remercie sincèrement d'avoir accepté donc, cette invitation, l'invitation des canalisateurs des Pays de la Loire pour cette émission spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Merci à monsieur le sénateur d'être avec nous. Thierry Kozik, sénateur de la Sarthe. Bonjour monsieur le sénateur, on retrouve le président de la Comcom de l'île de Noirmoutier, cette belle île vendéenne, donc Fabien Gabory. Christophe Douget, maire de Montrevault-sur-Èvre et vice-président de Mauche, communauté en charge du grand cycle de l'eau. Merci d'être avec nous. Je me tourne vers Robin Salcroix, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir. Robin Salcroix, donc, vous êtes le vice-président de Nantes Métropole en charge de la politique de l'eau et de l'assainissement. Merci Robin Salcroix d'être avec nous. Et puis, celui qui représente les canalisateurs, il s'appelle Renan Lebon, membre des canalisateurs des Pays de la Loire, département Sarthe et Maine-et-Loire. Merci Renan d'être là. Alors, une canalisation de l'eau a une durée de vie de 50 ans. De 50 ans, on l'a dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, dans la réalité, la moyenne de renouvellement est de 150 ans, ce qui est inimaginable, inenvisageable aujourd'hui. Le constat est sans appel. La facturation d'eau au grand public ne me permet pas d'investir suffisamment pour renouveler correctement les canalisations. Et donc, par incidence, ne permet pas de préserver de l'eau dans les territoires. On va démarrer avec vous. J'aimerais avoir une vision assez large en tant que législateur, monsieur le sénateur. Quelles sont les orientations qu'il faut prendre? Quelles sont les pistes de réflexion? Merci de l'invitation. Si vous me permettez, je pense qu'aujourd'hui, cette question n'est pas qu'une question comptable ou financière, et que cette question de la thématique de la politique de l'eau nous oblige, je crois, à prendre de la hauteur au regard des enjeux. Et si vous me permettez, c'est vrai que ce matin, l'ensemble de la table ronde l'a évoqué, on est dans une situation compliquée, la sécheresse de 2022 qui arrive pour 2023. D'ailleurs, il y a un certain nombre de préfets qui ont déjà été amenés à prendre des mesures de restriction. Et je crois que c'est important. Cette question, aujourd'hui, elle est centrale dans la vie politique. Ça me permet aussi d'indiquer que le Sénat s'est saisi de cette question avec la mise en place d'une mission d'information sur la gestion durable de l'eau, auquel j'ai la chance de participer. C'est parce qu'aujourd'hui, la gestion durable de l'eau est au carrefour d'enjeux environnementaux, sociaux, mais aussi économiques, qu'il était important que nous soyons saisis de cette question. La crise climatique que nous vivons nous impose de réviser profondément notre approche de la politique de l'eau et d'apporter aussi une réponse publique forte et adaptée à la dégradation de la ressource. Je pense notamment au débat sur les bassines. C'est vrai qu'en tant que législateur, l'action aujourd'hui, elle doit être menée selon 3 problématiques, me semble-t-il. La première, c'est que je crois qu'il est important de pouvoir répondre à la raréfaction de la ressource en eau, en maîtrisant la consommation et aussi en améliorant sa qualité. Je pense que la politique nationale aujourd'hui doit être coordonnée avec les politiques territoriales, la rénovation des réseaux d'eau potable, mais aussi d'eau usée en sont un sujet majeur. Et l'exemple qui a été cité tout à l'heure de Noirmoutier me paraît extrêmement intéressant.
Et notamment, il s'agira aussi pour la France de respecter nos engagements dans nos engagements européens, notamment avec la directive eau potable qui est mise récemment en consultation. Le deuxième aspect, si vous me permettez, c'est la préservation de notre approche de gestion de l'eau par bassin et faire de nos territoires les acteurs principaux de notre politique publique. C'est vrai qu'en Europe, on est envié par notre approche de gestion par bassin. Et je crois que les territoires aujourd'hui permettent de créer les conditions d'une gestion partagée et démocratique de l'eau. Pourtant, il faut quand même qu'on s'interroge aussi sur les gouvernances, et notamment les fameux PTGE, dont les délais de mise en œuvre sont, de mon point de vue, un peu longs, ainsi que sur la mise sur la politique d'allocation des moyens pour réussir à concilier à la fois la sobriété avec le respect de l'environnement, la gestion optimisée des usages collectifs, industriels et agricoles, et notamment sur ce dernier point, comment on a la capacité aussi à accompagner la filière agricole. Et ce sera le troisième aspect des problématiques qui me semble importante à garder en point de mire, c'est comment on a la capacité à poser les bases d'un cadre apaisé entre la préservation de la ressource et les besoins de notre agriculture, ouais. Et notamment comment on concilie les différents usages de l'eau. Si vous me permettez, sur ces trois problématiques, ce qui me semble intéressant, c'est que la loi, elle doit être aussi le fruit d'un certain nombre de pistes de réflexion, notamment sur le sujet qui nous anime sur cette table ronde. J'en vois plusieurs. Et si vous me le permettez, je repartirai de chiffres qui ont été donnés lors des assises de l'eau de 2018, dans lequel on avait créé un diagnostic à partir d'une étude menée auprès de 2500 élus locaux. Deux chiffres me semblent intéressants à relever. 64% des élus estiment qu'ils ont besoin de l'accompagnement de l'État afin de monter des projets locaux. Le deuxième, c'est 42% font le constat d'un déficit de connaissance des réseaux d'eau et de l'assainissement. Alors, moi, les propositions aujourd'hui, les pistes de réflexion, je pense qu'aujourd'hui, il est important de mobiliser les aides financières prioritairement à destination, je sais que mon voisin ne sera pas forcément très heureux de m'entendre dire ça, mais plutôt à destination des territoires ruraux qui aujourd'hui ont des difficultés pour investir, pour améliorer leurs services, que ce soit à la fois l'eau, mais aussi l'assainissement. Ça passe par des aides des agences de l'eau qui seraient plus ciblées sur les territoires ruraux, qui, eux, font face à un mur d'investissement. Juste pour rappel, il y a 2 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par la Caisse des dépôts et consignations afin de soutenir le renouvellement des canalisations et des usines de traitement. Et je pense qu'il faut aller plus loin et notamment permettre aussi d'améliorer les conditions d'emprunt des collectivités en créant de nouvelles offres spécifiques aux besoins du secteur de l'eau. Un aspect national, mais aussi un aspect supranational, européen, en tant qu'Européen convaincu. Je crois qu'aujourd'hui, cette question de financement, elle doit aussi être prise en charge par l'Europe. Et notamment, je souhaite parler de ce que j'ai appelé, si vous me permettez l'expression, les fonds européens bleus. Aujourd'hui, globalement, ils sont plutôt thésaurisés par les départements d'outre-mer. Et je pense qu'il pourrait être aussi intéressant qu'il y ait une meilleure clé de répartition dans nos territoires hexagonaux. Enfin, et ça, je crois que ça peut être aussi une piste de réflexion. Aujourd'hui, on est sur un modèle l'eau paye l'eau. Et je crois que c'est intéressant quand même de maintenir cette redevance qui est fondée à la fois sur la consommation. Ça me semble un outil de solidarité entre les villes et les territoires ruraux. Merci pour cette prise de hauteur, monsieur le sénateur. Alors, je retiens 64% des élus souhaitent être aidés par l'État. Alors, je donne la parole justement aux élus qui sont avec nous. Vous êtes d'accord? Ça vous va bien? Robin Salcroix? Oui, ouais, c'est bon. Oui, c'est un enjeu effectivement majeur que d'être accompagné par l'État, par ces organismes, aussi évidemment l'Agence de l'eau qui était invitée tout à l'heure sur le plateau. Tout d'abord, également remercier les canalisateurs des Pays de la Loire pour cette invitation, parce qu'on l'a dit tous ensemble et ils l'ont réévoqué de quelques chiffres. C'est aussi eux, les artisans de nos politiques publiques sur le terrain, très concrètement. 3500 collaborateurs, c'est 200 apprentis, c'est aussi ceux qui font les belles ambitions que nous traduisons à travers des programmes
normes et des budgets. Et je pense que c'est toujours très important de dire que derrière, il y a des hommes et des femmes. Oui. Et c'est aussi de l'emploi sur nos territoires non délocalisables. Et ça, c'est important. Et comme le disait monsieur le sénateur, effectivement, nous allons avoir besoin de moyens humains importants, de moyens financiers, parce que les défis sont nombreux. Nous avons le défi climatique à affronter, le défi démographique, notamment dans notre région très dynamique dans le domaine, et puis réduire notre impact à l'environnement, la fiabilisation de nos systèmes d'assainissement, la modernisation de nos ouvrages ou encore le renouvellement de nos réseaux. Et cela nécessite des moyens. Effectivement, l'argent ne fait pas tout, mais ça fait beaucoup dans le domaine, c'est certain. Et monsieur le sénateur évoquait le système de financement des services publics et des politiques publiques de l'eau et de l'assainissement dans notre pays. Il faut le dire, ils sont menacés, ils sont contraints. Et les collectivités sont contraintes parce que nous avons des dépenses qui explosent et des recettes qui sont menacées. Je prends qu'un exemple. Le système de financement de l'eau dans notre pays, il est basé effectivement sur l'eau paye l'eau, avec la contribution de nos concitoyens à travers leurs factures et le prélèvement de l'agence de l'eau qui ensuite redistribue cet argent-là en fonction des priorités et des territoires. Et des territoires, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un système qui a un nom pas très sexy, mais qui s'appelle le plafond mordant. Et en fait, on vient ponctionner sur les budgets des agences de l'eau un petit peu d'argent pour aller financer d'autres politiques publiques. Donc en fait, on est en train de menacer aujourd'hui le financement des politiques publiques de l'eau et de l'assainissement, alors qu'on s'acharne toutes et tous autour des différentes tables rondes que l'on passe tout au long de l'année à dire que la question de l'eau et de l'assainissement, c'est un sujet d'avenir. Donc là, on voit bien une contradiction qui a lieu sous nos yeux, et nous, en tant qu'élus politiques, en tant que professionnels, on doit porter évidemment ce sujet très haut, parce que le système de l'eau paye l'eau est vertueux, parce qu'il permet la bonne lisibilité, il permet aux concitoyens de se dire quand je paye ma facture, au moins ça va servir à cette politique publique. Donc c'est éminemment important. C'est éminemment important parce que derrière, c'est des montants énormes. À Nantes Métropole, pour vous donner juste un exemple, sur les investissements durant ce mandat, nous sommes passés de 200 millions sur le précédent à 400 millions sur celui-ci, avec derrière des chantiers concrets. On renouvelle les réseaux, on modernise nos stations d'épuration. On travaille aussi sur la sécurisation de l'alimentation en eau potable à l'échelle d'un territoire tout entier. Et là-dessus, peut-être un point un petit peu de nuance avec monsieur le sénateur, je pense qu'il ne faut jamais opposer les territoires. Jamais opposer les zones rurales avec les zones urbaines. On vous a vu tiquer. Bien évidemment. Oui, j'ai un visage un peu expressif, donc vous l'avez bien vu. Parce qu'il faut le dire, nos ressources, que ce soit nos nappes, que ce soit le fleuve, notamment la Loire, pour la Loire-Atlantique, il traverse ces zones urbaines comme ces zones rurales. Et donc la question du partage de la ressource et le partage de l'eau est essentielle. Donc il faut une vision effectivement cohérente, sans jamais mettre en concurrence évidemment ni les politiques publiques ni les territoires entre eux. C'était pas le propos de monsieur le sénateur. Non, bien sûr. Je pense que nous, on doit le porter fort. Vous voulez peut-être rebondir, monsieur le sénateur? Non, simplement sur ce point, aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes contraintes entre un milieu urbain et un milieu rural. Un territoire rural, souvent, il a des kilomètres de réseau très développés, contrairement au milieu urbain où on arrive plutôt à cibler les fuites. Qu'est-ce que vous, élus, êtes-vous prêts justement à faire à l'échelle de votre collectivité ? Alors, nous sommes bien évidemment prêts à faire beaucoup de choses. Après, je voudrais aussi attirer le législateur sur un peu un petit focus sur nos territoires insulaires et sur la Vendée en particulier, qui est un territoire très bipendulaire, comme on l'a dit, et avec une pression foncière qui s'accrue, et puis aussi un taux de résidence secondaire très important. Donc là aussi, il faut un effort de solidarité, et que donc il faut une fiscalité qui soit adaptée à nos territoires, et notamment qu'on puisse, par effort de solidarité, aller chercher cette fameuse THRS assez vite qu'on nous a promis sur les résidences secondaires, mais je pense que c'est dans les cartons et qu'on devrait avoir des bonnes annonces dans les mois qui viennent. Et puis deuxièmement, bien sûr qu'il faut que, comme l'a dit Eric Orsena, l'État un peu jacobin quand même s'intéresse un petit peu à ce qu'on fait sur nos territoires. Cette vraie décentralisation qu'on a mis en place en Vendée avec Vendéo et tout cet écosystème qu'on a mis en place de solidarité entre l'urbanité et la ruralité, parce que c'est ça. Et donc on accompagne pragmatiquement dans la transition de nos territoires en les finançant, et les élus de proximité sont toujours les élus qui ont le bon sens
sens du territoire. Donc nous accompagner, et bien sûr qu'on a envie d'innover et que la transition d'un territoire comme le mien, et je parle d'insularité, c'est important, on a un territoire plus vulnérable, il faut qu'on aille vite sur la transition, qu'on aille plus loin, qu'on montre l'exemple, et donc on a plein de choses dans les cartons, avec l'eau qui est le cycle de la vie, c'est que nos lagunes, vous avez vu le système d'eau de réutilisation tout à l'heure, donc là maintenant on est en train de mettre des projets pour mettre du photovoltaïque flottant sur ces lagunes, pour avoir de l'énergie qui va nous permettre de produire de l'hydrogène parce qu'on a de l'eau, et puis on espère aussi qu'on soit retenu. Vendéo a un projet depuis des années de désalinisation, comme nous ne sommes pas producteurs d'eau, je m'inscris tout de suite comme candidat pour recevoir la première petite usine de désalinisation en Vendée, et qui va être possible parce qu'il faut de l'énergie, et on va l'avoir avec les parcs éoliens offshore. Donc je pense que c'est aussi une compensation pour les territoires de pouvoir se servir de cette énergie pour développer la transition et l'accélérer sur nos territoires. Alors concernant donc la communauté de Mauges, hein, c'est Mauges Communauté, hein. J'allais dire communauté de communes de Mauges, c'est ça qu'on dit? Communauté d'agglomération, Mauges Communauté. Pardon, d'agglomération. Vous allez me dire exactement et nous dire pourquoi agglomération, parce qu'elle est toute nouvelle. Oui. Expliquez-nous. Alors, on est né en 2016, le fruit de la fusion de 64 communes historiques en 6 communes nouvelles. Et nous avons saisi l'opportunité de créer la première communauté d'agglomération rurale de France. Donc, nous regroupons 120 000 habitants au sud-ouest du Maine-et-Loire, donc dans le pays des Mauges. Et comme le rappelait tout à l'heure Morgane Priol, nous avons aussi saisi l'occasion d'embrasser toutes les compétences de l'eau, de la communauté d'agglomération, de l'eau pluviale, l'assainissement, l'eau potable, la gestion des milieux aquatiques et aussi la prévention des inondations. Bien évidemment, nous avons des délégataires, nous avons aussi un travail en régie, et nous avons vraiment saisi cette occasion. Et puis, je partage ce que disaient les collègues tout à l'heure, c'est-à-dire que le principe... l'eau paye l'eau, donc nous avons des budgets dédiés à l'eau suivant les différentes compétences. Le principe aussi de pollueur-payeur, ça c'est indéniable. Et puis aussi un phénomène qui est important à l'échelle d'un bassin versant, mais aussi d'une jeune collectivité, le principe de solidarité, parce que nous avions des tarifications totalement disparates du temps de nos communes historiques. Et là, nous avons engagé une tarification progressive pour avoir le prix unique de l'eau et de l'assainissement au 1er janvier 2029. Alors c'est 2029 et vous avez acquis donc la compétence d'assainissement au 1er janvier 2020, c'est tout récent. Oui, tout à fait. Donc il a fallu créer un service. Nous avons fait le choix, l'ensemble des élus, de rester en régie avec quelques prestations de services, de se doter d'une compétence territoriale, d'avoir une connaissance de notre territoire aussi. Je rappelle, alors on est en milieu rural, même si on s'appelle une communauté d'agglomération, nous avons presque 3000 km de réseau d'eau potable, un peu plus de 700 km d'eau usée, et pareil en eau pluviale. Et on s'est engagé dans tous ces programmes. Morgane Priol le rappelait tout à l'heure, donc nous venons de signer l'année dernière un contrat de programmation avec l'Agence de l'eau, 30 millions de travaux sur nos réseaux d'assainissement dans les 3 ans qui viennent. C'est un beau chantier. On a grosso modo 10 millions d'euros de travaux d'assainissement par an et autant en eau potable. Des enjeux de sécurisation, on l'évoquait tout à l'heure avec les enjeux sur la Loire. Il y a des territoires des Mauges qui ne sont pas sécurisés aujourd'hui. C'est un enjeu prégnant et on s'y attelle au quotidien. Donc 10 millions d'euros. Ronan, vous en tant que canalisateur. 10 millions d'euros par agglomération sur tous les territoires, oui, ce serait une bonne solution. Ce serait une bonne solution. Non, ce qui nous inquiète et ce qui nous interroge, c'est de relever les défis de demain et comment nos pouvoirs publics et les collectivités vont réussir à concilier les budgets, les rendements avec la réalité du terrain et tous les coûts qui explosent au jour d'aujourd'hui, notamment celui de l'énergie, des matières premières. J'aimerais qu'on en parle, ça, de l'énergie. On craint que ça impacte directement les fameux kilomètres de canalisation qui doivent être posés dans le futur. Ouais. Parce qu'on va quand même rappeler, Robin Salcroix, que le prix de l'énergie a une incidence après sur le prix de l'eau, parce qu'il faut bien traiter cette eau. Comment ça se passe du côté de Nantes Métropole? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et contrairement à nos concitoyens particuliers qui bénéficient d'une sorte de bouclier tarifaire, limite la hausse à plus de 15%, qui est déjà beaucoup, les collectivités et leurs services publics, notamment passer une certaine strate, plus de 9 salariés au sein de la collectivité, n'en bénéficient pas. Donc on a eu de plein fouet effectivement à gérer la crise énergétique avec une situation très hétérogène. Certaines collectivités avaient des groupements de commandes sur très longtemps, ce qui leur a
permis d'amortir la situation, ce qui est le cas de Nantes Métropole. Mais j'ai vu des petites communes de l'agglomération de Nantes Métropole ou d'ailleurs qui ont connu des doublements, des triplements de leur facture d'énergie sur un service public, vous l'avez dit, qui est très consommateur justement d'énergie, pour épurer les eaux, pour les traiter, les potabiliser. Donc c'est un défi qui est majeur, sachant qu'on n'a pas que cette petite crise-là à gérer. C'est-à-dire qu'il y a la crise énergétique, il y a l'hyperinflation qui nous touche à travers nos différents marchés publics. Nous avons aussi des difficultés de recrutement suite malheureusement à une succession de réformes nationales qui sont venues casser l'attractivité des collectivités territoriales et de la fonction publique territoriale. Donc aujourd'hui, évidemment, on a besoin de pouvoir travailler sur les rémunérations et les conditions de travail. Donc tout cela additionné, cela fait des coûts qui sont en hausse à travers malheureusement des recettes qui sont sur des budgets dédiés. Je vous le disais, c'est la facture d'eau. Donc on doit être aussi très attentif en parallèle au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc c'est l'ensemble de cette équation évidemment qu'il faut tenir en se disant qu'il faut répondre à la fois aux défis de modernisation de nos réseaux et de réhabilitation de nos ouvrages, et aussi évidemment la question du pouvoir d'achat. Donc par exemple à Nantes Métropole, on a travaillé sur une réforme de notre tarification de l'eau qui nous a permis notamment de mieux corréler le prix payé par les usagers de leur consommation. En fait, le prix de l'eau, il y a une partie abonnement, il y a une partie variable. Donc une part fixe, une part variable. On a réduit la part fixe, augmenté la part variable. Donc ça a permis à la fois d'agir comme un bouclier anti-inflation dans cette période difficile, notamment pour les familles et les plus petits foyers, en même temps que d'envoyer un signal. Attention, chaque litre que vous allez économiser, vous pourrez le voir sur la facture. Donc ça a deux vertus. Et on est aussi attaché à une chose, dans le cadre notamment de nos politiques sociales, à Nantes Métropole, mais comme dans beaucoup d'autres collectivités, on déploie une tarification sociale de l'eau, qui là aussi est un bouclier social pour l'ensemble de nos concitoyens, qui permet une chose, c'est de permettre à chacune et chacun de ne pas consacrer plus de 3% de ses ressources au paiement de sa facture d'eau. Donc voilà, il faut toujours bien tenir tout, à la fois avoir les moyens de nos ambitions et aussi être attentif notamment aux populations les plus fragiles. C'est la ligne de crête sur laquelle nous devons toujours naviguer. Est-ce que justement, et je vais donner la parole après à Fabien Gabory et à Christophe Douget, est-ce que l'incidence du prix de l'énergie a une incidence sur le financement du renouvellement? Et ça intéresse les canalisateurs justement, parce qu'ils se disent à quel moment vont-ils pouvoir faire du renouvellement de canalisation en fait? In fine, de toute façon, toutes les hausses que je viens de vous décrire, soit on va les financer quand c'est de l'investissement en dette, ou soit à un moment donné, ça va être financé à travers la facture d'eau de chacune et de chacun. Donc on n'a pas le choix. Nos budgets sont plutôt sains, sont surveillés, doivent être à l'équilibre évidemment en fonctionnement. En investissement, on peut se permettre d'avoir un petit peu de dette, mais automatiquement, il va y avoir des répercussions. Après, il faut regarder tout et prendre du recul. Aujourd'hui, le prix de l'eau dans notre pays est quand même très mesuré pour une qualité de service qui est au top du top, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un produit alimentaire qui est le plus contrôlé dans notre pays, en Europe et dans le monde, donc avec vraiment une fourniture de services publics qui est au top de la qualité. Donc on a des marges de manœuvre là-dessus pour aller gagner un petit peu de financement, notamment en réévaluant le prix de l'eau, surtout quand on a en parallèle des dispositifs amortisseurs, notamment pour les plus fragiles. Encore faut-il que l'État continue d'être à nos côtés. Ça relie le sujet que je vous évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher des sous ailleurs si on nous en enlève dans la poche de l'autre côté. Comment ça se passe du côté de Noirmoutier et de l'agglomération de Mauges Agglomération? Alors pour le Noirmoutier, je rejoins le vice-président de Nantes Métropole. Il est évident que sur la tarification, et nous aussi on a engagé des changements, et notamment sur récompenser les plus vertueux, parce que la sobriété est au cœur du sujet, et qu'elle soit énergétique ou sur l'eau. Et donc on a mis des tranches différentes. Donc on est en train de retravailler ces tranches d'assainissement, avec peut-être une gratuité sur les plus petits consommateurs. Et bien sûr, plus on consomme, et plus on sera avec une facture affectée. Et c'est aussi un effort de solidarité. C'est une redevance incitative. Oui, absolument. Donc c'est exactement ce qui est mis en place. Et je pense que là, c'est sur le volet assainissement qu'est notre compétence de tarification, et qu'au niveau des productions d'eau, et notamment Vendéo, il y a aussi cette volonté de commencer à réfléchir à un tarif pour récompenser les bonnes pratiques et les petits consommateurs. Et vous concernant ? Oui, alors nous, notre tarification, nous venons de l'installer. De l'installer, bien sûr. Donc quand on consomme moins de 30 mètres cubes, c'est moins d'1 euro sur la part variable. Et puis, plus on consomme, plus on paye. Chose qui n'était pas le cas lors des anciens
les anciennes tarifications des anciens syndicats. Donc on a souhaité mettre en place ce système vertueux. Donc ça va du simple au double en termes de tarification de l'eau potable. Par contre, sur l'assainissement, c'est la même redevance, quelle que soit la consommation. Est-ce que vous gardez justement une partie de votre marge pour le financement du renouvellement des canalisations? Ah oui. Oui, donc c'est la base. Enfin, c'est ce que disait Eric Orsena tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se doit d'investir et de préserver notre patrimoine. Donc, oui, bien évidemment. Ça vous rassure, Ronan? Oui, bah oui. Et puis, je voulais parler aussi de transparence vis-à-vis de nos concitoyens. C'est-à-dire que la tarification de l'eau, elle est connue. Son évolution est connue jusqu'à 2029, chose égale par ailleurs, un prix de l'énergie, etc. Comme ça, on sait aussi... on parlait tout à l'heure de petits cycles et grands cycles de l'eau. C'est aussi de travailler avec la filière et d'avoir une projection avec nos intervenants. C'est intéressant aussi ce que vous voulez mettre en place, Fabien Gabory, donc, sur l'île de Noirmoutier avec le solaire. Donc il y a aussi peut-être par rapport, pour compenser le prix de l'énergie, de mettre en place, investir en tout cas dans les énergies renouvelables, notamment pour l'unité de désalinisation. Alors c'est évident qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, travailler en écosystème et que c'est un écosystème global, le cycle de l'eau et le cycle de l'énergie vont ensemble et que bien sûr il faut absolument qu'on accélère cette transition et qu'on produise de l'énergie renouvelable sur les territoires. Là aussi j'attends des signes forts de l'État et un accompagnement financier qui soit mis en adéquation avec tous les beaux projets qu'on a en carton, parce que comme je vous le dis, les élus sont motivés, que la transition nous importe et c'est vraiment ce qui nous motive, c'est au cœur des sujets et puis c'est un sujet sociétal et que je pense qu'aussi c'est le bien vivre ensemble de mener ces projets-là et je le dis depuis très longtemps, les élus doivent préparer l'avenir des jeunes générations pour ne pas avoir à le subir et ça c'est important et il faut accélérer maintenant. C'est ce que disait Eric Orsena, c'est maintenant qu'il faut investir pour les futures générations. Vous voulez peut-être rebondir, Robin? Oui, effectivement, pour ne pas léguer cette fameuse dette grise, c'est-à-dire qu'on a des comptes qui seraient super et on pourrait satisfaire nos comptables publics. Pour autant, il y aurait des investissements majeurs, sachant qu'ils sont déjà énormes à affronter. Et là-dessus, sur nos politiques publiques de l'eau et de l'assainissement, c'est effectivement vecteur de dépenses, d'investissement, mais aussi de ressources. Vous évoquiez, monsieur, la question des panneaux photovoltaïques. Je pense par exemple à la politique publique de l'assainissement, où on peut produire, grâce notamment aux boues issues de nos stations d'épuration, du gaz, du biogaz, du gaz qui est une énergie renouvelable, qui est issue justement du traitement. Et donc on voit que les politiques publiques de l'eau comme de l'assainissement, c'est aussi des ressources justement nouvelles pour répondre aux défis de demain. Donc effectivement, c'est maintenant qu'il nous faut accélérer tous ensemble pour répondre aux défis et léguer un patrimoine en bon état aux prochaines générations et un service public qui fonctionne. Alors monsieur le sénateur, après les échanges que nous venons d'avoir avec les élus des collectivités, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette table ronde? Ce que je retiens de cette table ronde et de ces échanges, c'est qu'on est aussi sur des territoires vertueux, et je me dis qu'on a la chance aussi d'avoir des élus locaux dans notre pays qui sont là aussi pour pallier aussi aux carences de l'État. L'eau, c'est un bien commun. On devrait avoir la même politique de l'eau, quelle que soit la ville, le territoire sur lequel on est. Moi, je me félicite quand même là, on a trois représentants de collectivités novatrices, dynamiques, solidaires. Donc, on sent qu'il y a des... ambitieux. Des élus ambitieux. Après, on est aussi sur des modèles particuliers. Je pense notamment à Vendéo, qui est un syndicat départemental. Ce n'est pas le cas dans tous les territoires. Lors d'une dernière audition au Sénat du président du Conseil national de l'eau, il faisait état que le modèle départemental est quand même le plus pertinent. Mais la difficulté, c'est qu'on a une multiplication aujourd'hui des petits syndicats d'eau et que l'idée d'aller plutôt vers une fédération de syndicats, simplement pouvoir mettre les élus de ces collectivités autour de la table pour définir ensemble une politique de l'eau, je crois que c'est les signes sur lesquels on doit creuser et engager la réflexion. Alors pour terminer, je vais demander donc à Pierre Mille de bien vouloir venir nous rejoindre sur le plateau. Pierre, venez à côté de moi parce qu'il s'est dit quand même beaucoup de choses depuis le début de cette émission et j'aimerais en conclusion que vous nous disiez ce que vous avez retenu, vous, des trois tables rondes que nous venons de vivre en direct pour la Journée mondiale de l'eau. Alors c'était très très riche, alors j'ai du mal à avoir quelque chose de très, très condensé. En tout cas, je me félicite de la qualité des intervenants. On a organisé quelque chose sous un format différent des années précédentes. Novateur.
novateur. C'est parce que c'est unique en France, hein, pour la Journée mondiale de l'eau, avec l'ensemble des fédérations des canalisateurs. Donc voilà, je voulais me féliciter de la qualité de ces 3 tables rondes, avec des intervenants de qualité, avec des projets nouveaux. Alors je retiens, alors je ne voudrais pas être clivant dans les départements de notre belle région des Pays de Loire, les projets vendéens. C'est vrai que la dynamique de ce département fait plaisir à voir. Je pense que les 2 projets innovants sont aussi à l'image de la dynamique de notre région. Et donc voilà, je voulais les féliciter. Vraiment, c'était une table ronde qui nous a montré que sur un métier qui pouvait être un peu conservateur, on savait aussi être innovant. On espère aussi que l'Agence de l'eau portera l'année 2023 à un très haut niveau, bien plus que 2022. En tout cas, on a entendu quelque chose qui était plutôt réconfortant, et on a apprécié en effet votre présentation avec des chiffres concrets et qui datent du 1er mars 2023, ce qui était plutôt une bonne chose. On a vu aussi que des bons élèves. Je suis satisfait d'entendre des coefficients de rendement 0,7. On parle d'objectif à 1%. Voilà, j'espère que ça va faire tâche et que derrière tout ça, il va y avoir en effet une politique de renouvellement un peu plus dynamique. J'ai quand même un point de vigilance, je ne vous cache pas, entre la politique d'investissement, cette dynamique, et aujourd'hui, sortir des projets, c'est pas simple. Il y a des prestations intellectuelles, il y a du temps, il y a de l'inertie. Et aujourd'hui, notre inquiétude, c'est de dire, quelquefois, on attend des projets, on est prêt à démarrer ces projets, et malheureusement, il peut en effet y avoir un peu d'inertie. Et tout particulièrement, la dernière table ronde, je vois qu'il y a quand même de l'argent, et c'est plutôt réconfortant. Je note aussi que les recettes de l'eau, c'est bien qu'elles servent principalement à l'eau. Alors j'entends aussi le grand cycle de l'eau. On est canalisateur, on pense bien entendu au petit cycle de l'eau, et c'est vrai que derrière ça, il y a un vrai défi, une vraie dynamique pour les canalisateurs. Et on parle en ce moment de stress hydrique, de stress globalement. Moi je vous demande, messieurs les maîtres d'ouvrage, messieurs les élus, stressez la famille des canalisateurs. Donnez-nous des projets innovants, traditionnels, mettez-nous au stress de délais, etc. On est en ordre de marche. On a fait beaucoup d'investissements humains. On a beaucoup de formations qui sont en route. On attend de votre part des projets. Soyez convaincus que nous serons à la hauteur. Voilà. Merci. Le replay à venir donc sur LinkedIn. Continuez de suivre les canalisateurs sur les réseaux sociaux. Émission produite par les canalisateurs des Pays de la Loire avec Eva Grignon, secrétaire générale, Stéphanie Gann, responsable communication, qui reste bien sûr à votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers elle. Émission réalisée par les studios de Lille à Nantes. Merci de nous avoir suivis en direct sur LinkedIn. Et on vous dit à bientôt.